Dans le village de Maoping, de la ville de Jinggangshan, derrière le temple des ancêtres des Xie, se situe le bâtiment octogonal qui tient son nom de sa lucarne octogonale. À l'époque, c'est dans ce bâtiment et sous la lueur d'une mèche que Mao Zedong a écrit 2 ouvrages brillants. Pourquoi le pouvoir rouge peut-il exister en Chine? Et la lutte à Jinggangshan. Mao Zedong a mis en avant la pensée du pouvoir politique armé des ouvriers et des paysans, en illuminant le parcours de la révolution chinoise. Le 2 février 2016, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu au cimetière des martyrs à Jinggangshan. Il y a déposé une corbeille de fleurs en hommage à ceux qui ont perdu leur vie durant la révolution. 井冈山这块土地啊，每一次来我都是接受洗礼，升华精神。一个伟大的理想信念，它一定要有扎实的理论基础。井冈山的道路是马克思主义本土化，是我们走向成功。 En juillet 1922, le 2e congrès du Parti communiste chinois s'est tenu à Shanghai. Après avoir analysé les conditions économiques et politiques de la Chine, la réunion a révélé la nature semi-coloniale et semi-féodale de la société chinoise et a souligné que le programme final du parti avait pour but de conduire la Chine au socialisme puis au communisme, mais que le programme à ce stade consistait à mettre à bas les seigneurs de guerre, à renverser l'impérialisme international et à faire de la Chine une véritable république démocratique unifiée. Le Congrès a adopté les statuts du Parti communiste chinois. Il s'agit des premiers statuts du PCC. Au début des années 1920, les rues Chengdu-Bei et Xinjia, densément bordées de filatures de soie, était l'endroit comptant le plus grand nombre d'ouvriers à Shanghai. Dès sa fondation, le PCC a mis l'accent sur l'organisation et la direction du mouvement ouvrier. En août 1921, le PCC a mis en place le secrétariat du syndicat chinois, l'organe général qui dirigeait le mouvement ouvrier. Sous la direction du PCC, de la grève des marins de Hong Kong en janvier 1922 à la grève des ouvriers du chemin de fer Beijing-Hankou en février 1923, le mouvement ouvrier chinois atteint son premier pic. De l'automne-hiver 1921 à septembre 1922, Mao Zedong, Li Lisan, Liu Shaoqi et d'autres se sont successivement rendus à Nyuan, où ils ont mené des enquêtes approfondies sur les mauvaises conditions de vie des mineurs et des cheminots, aidé à créer des clubs d'ouvriers et organisé la grève. Grâce à la lutte héroïque des ouvriers et à la solidarité des divers milieux sociaux, la grève générale d'Anyuan a remporté la victoire. La grève générale des cheminots du chemin de fer Beijing-Hankou, lancée en février 1923, a été brutalement réprimée par les seigneurs de guerre. Le communiste Lin Xiangqian, qui préférait mourir en martyr que de se rendre, a sacrifié courageusement sa vie. Le communiste Shi Yang, touché par 3 balles, a clamé à pleine gorge « Vive les travailleurs !» avant de mourir. Depuis lors, le mouvement ouvrier national se retrouvait au creux de la vague. Le jeune PCC a vu que les forces révolutionnaires à cette époque étaient beaucoup moins puissantes que les forces impérialistes et féodales, et a réalisé l'importance de former le front uni le plus large. Sun Yat-sen a également vu l'influence politique du mouvement ouvrier dirigé par le PCC dans tout le pays, a reconnu que celui-ci constituait une force révolutionnaire nouvelle et dynamique et a décidé de coopérer avec le PCC. Il s'agit de précieuses images historiques de communistes chinois participant à la réunion de l'Internationale communiste à Moscou
de 1922 à 1924. Étant une branche de l'Internationale communiste à cette époque, le PCC a commencé à établir un front uni. En juin 1923, le 3e congrès du PCC s'est tenu à Guangzhou. Le congrès a décidé de mettre en œuvre une coopération interpartie avec le Kuomintang, dirigé par Sun Yat-sen, et des communistes ont rejoint le Kuomintang à titre individuel pour mettre en œuvre la coopération. Dans le même temps, le PCC maintenait son indépendance politique, idéologique et organisationnelle. En janvier 1924, le premier congrès national du Kuomintang de Chine, présidé par Sun Yat-sen, s'est tenu à Guangzhou. Les 3 principes politiques révolutionnaires, soit l'alliance avec la Russie, l'alliance avec le PCC et le soutien aux paysans et ouvriers, ont été établis. Et la première coopération entre le Kuomintang et le PCC a été formalisée. Dans le champ majestueux, l'armée révolutionnaire nationale a lancé l'expédition du Nord en juillet 1926 dans le but de mettre à bas les grandes puissances et les seigneurs de guerre. Lors de l'expédition du Nord, les communistes ont joué un rôle d'avant-garde et d'exemple. Parmi eux, le régiment indépendant commandé par Yeting a pris les devants pour reprendre la ville de Wuchang et est devenu une force d'élite au sein de la 4e armée pour remporter le titre de l'armée de fer. Alors que l'expédition du Nord remportait victoire sur victoire, le mouvement paysan battait son plein dans le Hunan, le Hubei, le Jiangxi et d'autres provinces. Cependant, certaines forces réactionnaires ont qualifié calomnieusement le mouvement paysan de mouvement de racaille et de très mauvais. Les opportunistes de droite au sein du PCC se montraient plus coopératifs à l'égard du Kuomintang et n'osaient pas soutenir la lutte révolutionnaire des paysans. Au début de 1927, Mao Zedong a rédigé le rapport sur l'enquête menée dans le Hunan à propos du mouvement paysan suite à une étude de 32 jours. Il a vivement réfuté les inepties critiquant le mouvement paysan à l'intérieur comme à l'extérieur du PCC et a souligné qu'il fallait compter sur les paysans pauvres comme des avant-gardes révolutionnaires et établir des associations paysannes et des forces armées paysannes. Lorsque la révolution battait son plein, Chiang Kai-shek, devenu assez fort, encouragé et soutenu par les puissances impérialistes, n'a cessé de créer des incidents anticommunistes. Au moment critique de la Grande Révolution, les principaux dirigeants du PCC ont commis l'erreur du compromis et de la concession. Le 12 avril 1927, Chiang Kai-shek a lancé un coup d'État contre-révolutionnaire à Shanghai, arrêtant et tuant des communistes et des révolutionnaires de manière effrénée. Le 15 juillet, Wang Jingwei a également rompu officiellement avec le PCC à Wuhan, clamant « Mieux vaut tuer à tort 1 millier de personnes que de laisser une personne échapper au filet ». La première coopération entre le Kuomintang et le PCC a été complètement interrompue et la Grande Révolution s'est soldée par un échec. Le 28 avril 1927, Li Dazhao, l'un des principaux fondateurs du PCC, a été tué par pendaison sous l'ordre du seigneur de guerre Zhang Zuolin. En prison, il écrit « Depuis que j'ai commencé à m'instruire, je suis déterminé à œuvrer pour la cause de la libération nationale, en mettant en pratique mon idéal et en appliquant mes connaissances. Si je suis condamné pour ce que j'ai fait, je prends toutes mes responsabilités. » Sur le terrain d'exécution Longhua de Shanghai, le bourreau a ordonné à Chen Yanyan, secrétaire du comité du PCC pour la province du Jiangsu, de s'agenouiller. Le communiste a répondu haut et fort. « Les révolutionnaires ont l'âme grande et défient la mort. Nous préférons mourir debout et nous ne nous agenouillerons jamais. » Moins d'1 an après sa mort, son frère cadet,
Chen Qiaonian, chef du département de l'organisation du comité du PCC pour la province du Jiangsu, a perdu sa vie près du pont Fenglin, à Shanghai, à l'âge de 26 ans. À Wuhan, la communiste Jiang Jingyu n'a pas cédé face à la torture et à l'interrogatoire musclé. Sur le chemin vers le terrain d'exécution, le bourreau lui a bourré la bouche de cailloux et lui a serré la bouche et les joues avec une ceinture afin de l'empêcher de faire un discours. Après la mort de Jiang Jingyu, Tsai He-sun a écrit dans le chagrin biographie de la camarade Jiang Jingyu. Grande Jingyu, héroïque Jingyu, tu n'es pas morte, tu ne mourras jamais. Tu n'es pas seulement mon amour, tu es l'amour éternel du prolétariat chinois. À cette époque, la terreur blanche régnait dans tout le pays. Cependant, comme l'a dit Mao Zedong, le Parti communiste chinois et le peuple chinois n'ont pas été intimidés, conquis ni exterminés. Ils se sont relevés, ont essuyé le sang sur leur corps, enseveli les combattants tombés et poursuivi la lutte. On reconnaît les bonnes sources en période de sécheresse. Un groupe de révolutionnaires inébranlables, tels que Ye Jianying, He Long, Peng Dehuai et Xu Teli, a rejoint sans hésitation le PCC dans l'adversité. De nombreux ouvriers et paysans se sont rassemblés à nouveau, formant une force inébranlable. Au petit matin du 1er août 1927, sous la direction du PCC, plus de 20 000 officiers soldats ont tiré le premier coup de feu dans la lutte armée contre les réactionnaires du Kuomintang à Nanchang, en utilisant réunification des rivières et montagnes comme mot d'ordre. L'insurrection de Nanchang a déclaré par le sang et le feu la détermination des communistes chinois à défier la violence et à mener la révolution jusqu'au bout. Cet événement a mené les communistes chinois à diriger de manière indépendante la guerre révolutionnaire, fonder l'armée populaire et prendre le pouvoir par les armes. Le 6e jour après le déclenchement de l'insurrection de Nanchang, le comité central du PCC a secrètement convoqué une réunion d'urgence au 41 rue Sanjiao à Hankou, connue sous le nom de réunion du 7 août. La réunion du 7 août a tiré les leçons de l'échec de la Grande Révolution et déterminé la politique générale de la révolution agraire et de la lutte armée contre le Kuomintang. Le PCC, confronté à la confusion et à la désunion dans l'organisation, a vu une nouvelle issue et un nouvel espoir s'élever. Mao Zedong a souligné avec sagacité: nous devons désormais accorder une grande attention à la force militaire et nous devons savoir que le pouvoir est au bout du fusil. Après la réunion du 7 août, Xu Jiaobai, qui présidait les travaux du comité central du PCC, voulait que Mao Zedong travaille à Shanghai. Mao Zedong a répondu: je ne veux pas vivre dans de grands immeubles avec vous. Je veux monter dans la montagne pour me lier d'amitié avec les héros des forêts. Par la suite, en qualité de commissaire spécial du comité central du PCC, il s'est rendu dans le Hunan pour diriger le soulèvement de la récolte d'automne aux confins du Hunan et du Jiangxi. Avant l'insurrection, Mao Zedong a raccompagné son épouse Yang Kai-hui à son village natal dans le Hunan. Personne ne se doutait qu'il s'agissait d'un éternel adieu pour eux. En octobre 1930, Yang Kai-hui a été arrêté. L'ennemi l'a interrogé brutalement pour savoir où se trouvait son mari et lui a demandé de déclarer publiquement la rupture de ses relations conjugales avec Mao Zedong. Yang Kai-hui a dit fermement: le sacrifice personnel aidera au succès de notre grande cause. Je ne romprai jamais les relations conjugales avec Mao Zedong, à moins que la mer ne soit à sec et que le roc ne s'effrite. Le 14 novembre, Yang Kai-hui
qui n'avait que 29 ans, est morte en martyr à Changsha. Le 9 septembre 1927, conformément à l'ordre de conquête de Changsha émis par le comité du PCC pour la province du Hunan, le soulèvement de la récolte d'automne a éclaté. Des troupes de plus de 5000 personnes ont avancé vers Changsha par 3 routes. Cependant, elles ont perdu les premiers combats. Après de lourdes pertes à Pingjiang et Luoyang, seules 1500 personnes ont survécu. Mao Zedong a tranché sans hésiter. Il a ordonné aux troupes de cesser l'assaut sur Changsha et de se replier vers les zones rurales et montagneuses. De la conquête des grandes villes à la réorientation vers les campagnes, c'est un nouveau point de départ décisif dans l'histoire de la révolution chinoise. Les troupes du soulèvement de la récolte d'automne ont passé 5 jours au village de Sanwan, dans la province du Jiangxi, et ont mené la réorganisation de Sanwan. Des cellules du PCC ont ensuite été établies au niveau de la compagnie. Des comités de soldats à différents niveaux ont été mis en place. Un système démocratique a été mis en œuvre. Les officiers et les soldats étaient politiquement égaux. Sur le plan organisationnel, la direction du PCC sur l'armée a été instituée. Ceci a marqué un début important pour la construction d'un nouveau type d'armée populaire sous la direction du prolétariat. Le 27 octobre 1927, Mao Zedong a dirigé les troupes réorganisées au bourg de Tseping, à Jingangshan, où il a entamé la lutte pour établir la base révolutionnaire de Jingangshan. Au cours de cette période, le PCC a mené une centaine d'insurrections armées, dont celles de Nanchang, de la récolte d'automne, de Guangzhou, de Haifeng et de Lufeng, de Huangma, du sud du Hunan et de Baise. Un groupe de jeunes communistes comme Zhou Wenyong, Chen Qiejun, Lu Deming, Zhang Tailei, Yun Taiying et Peng Pai ont sacrifié leur vie héroïquement sans avoir le temps de dire au revoir à leur famille. Je pense que 爷爷彭湃呢，他是一个对信仰非常坚守的革命者。面对死亡的时候，他说：“不久的将来，一定会建立全国的苏维埃。到那个时候，我们中国人民就可以过上幸福的生活。”他的目光是穿透黑暗，看到曙光的。Malgré les pertes énormes, les soulèvements ont laissé des étincelles révolutionnaires inextinguibles. En avril 1928, sous la direction de Zhu De et de Chen Yi, les troupes restantes issues de l'insurrection de Nanchang et l'armée paysanne de l'insurrection du sud du Hunan sont successivement arrivées dans la région de Jingangshan. Fin avril, elles se sont jointes aux troupes de Mao Zedong à Ninggang. Après la jonction des troupes de Zhu De et de Mao Zedong, la 4e armée de l'armée révolutionnaire des ouvriers et des paysans a été créée. Plus tard, cette armée a eu un autre nom retentissant, Armée rouge des ouvriers et des paysans. L'armée rouge a brisé les opérations d'anéantissement successives menées par le Kuomintang et a remporté les batailles de Wudojiang, Longyuankou et Huangyandie. Alors que Mao Zedong et Zhu De poursuivaient la lutte à Jingangshan d'avril à mai 1928, d'autres dirigeants du comité central du PCC, dont Chu Qiubai et Zhou Enlai, et plus de 100 représentants, se sont rendus secrètement à Moscou. De juin à juillet, s'y est tenu le 6e congrès du PCC. C'est l'unique congrès du PCC à s'être tenu à l'étranger. Le 6e congrès du PCC a réajusté le centre des travaux de l'organisation de soulèvement par tous les moyens vers la mobilisation du peuple à long terme.
devenant la tâche primordiale du PCC. À la fin de 1928, la loi agraire de Jinggangshan a été promulguée. Les masses paysannes pauvres ont ainsi obtenu des terres. Alors, elles savaient que l'armée rouge luttait bel et bien pour leurs intérêts. Par conséquent, elles soutenaient activement l'armée rouge et le développement de la base révolutionnaire. Le 14 janvier 1929, Mao Zedong et Zhu De ont conduit la 4e armée de l'armée rouge à quitter la base de Jinggangshan pour avancer vers le sud du Jiangxi afin d'écraser les opérations d'anéantissement du Kuomintang. Dans un rapport ultérieurement soumis au comité central du PCC, Mao Zedong a écrit « Nous avons traversé des endroits sans communistes ni sympathisants. 5 régiments d'ennemis nous ont poursuivis de près et ils étaient encouragés par les milices réactionnaires locales. C'était le moment le plus difficile pour notre armée. » Devant les offensives des ennemis, la 4e armée de l'armée rouge a aussi vu l'apparition de divergences au sein de sa direction. Des opinions purement militaires et des idées putschistes ont progressivement gagné du terrain. Une vive controverse a été soulevée autour du commandement du PCC sur l'armée rouge et de la construction de l'armée rouge. 那时候真的呢，枪指挥党啊，是党指挥枪，他就说是这个应该绝对啊，党应该绝对的领导军队是党，这是党的军队啊。他说我一定要坚持。Le 28 décembre 1929, il neigeait fort au bourg de Gutian, dans la province du Fujian. Le 9e congrès du PCC de la 4e armée de l'armée rouge, soit la célèbre conférence de Gutian, s'est tenu en pleine neige. La conférence a établi les principes de l'édification idéologique du parti et de l'édification politique de l'armée, instituant le commandement absolu du PCC sur l'armée. Ceci a permis à l'armée populaire de renaître de ses cendres. Il s'agit d'une étape importante dans l'histoire du PCC et de l'armée populaire. Peu de temps après la conférence de Gutian, Mao Zedong a écrit une lettre à un commandant militaire en réponse aux doutes de certaines personnes au sein du PCC sur l'avenir de la révolution. Dans la lettre, en parlant de la révolution chinoise, Mao Zedong a indiqué « Comme un adage chinois nous dit, une petite étincelle engendre un grand feu. Bien que notre force soit petite maintenant, son développement sera très rapide. » À la fin de la lettre, il décrivait l'avenir radieux de la révolution avec un langage majestueux et passionné. Cet essor révolutionnaire est semblable au navire dont la cime des mâts est déjà visible à l'horizon lointain. Il est semblable au disque solaire dont les rayons ardents percent déjà les ténèbres de l'Orient et sont visibles du haut de la montagne. Il est semblable au bébé qui s'agite déjà dans le ventre de sa mère et qui verra bientôt le jour. À partir d'octobre 1930, l'armée du Kuomintang a lancé des campagnes d'encerclement et d'anéantissement à grande échelle contre la base révolutionnaire centrale. Après avoir remporté 3 contre-campagnes, l'armée rouge a réuni les bases révolutionnaires du sud du Jiangxi et de l'ouest du Fujian pour former progressivement la base révolutionnaire centrale s'étendant sur plus de 20 districts. Elle fait écho aux 2 autres bases révolutionnaires ayant une population de plus d'1 million d'habitants chacune, à savoir la base révolutionnaire Hubei Henan Anhui et la base révolutionnaire Hunan ouest du Hubei. Ces flammes révolutionnaires embrassent petit à petit les régions dominées par le Kuomintang. D'autres bases révolutionnaires se sont développées dans le sud et dans le nord du pays. En novembre 1931, le gouvernement central provisoire de la République soviétique de Chine a été créé à Ruijin, dans la province du Jiangxi. Il s'agit du premier pouvoir démocratique ouvrier et paysan à l'échelle nationale dans l'histoire de la Chine et d'une tentative importante du PCC de gouverner dans certaines régions. Sa création
a permis de renforcer la construction des bases révolutionnaires ainsi que d'élargir l'influence du PCC et du pouvoir rouge. Les communistes chinois, avec à leur tête le camarade Mao Zedong, à un moment crucial de la révolution, ont su associer la vérité universelle du marxisme et la pratique concrète de la révolution chinoise pour frayer une voie révolutionnaire consistant à encercler les villes par les régions rurales et à prendre le pouvoir par les armes. L'esprit de Jinggangshan et celui des régions soviétiques formées durant l'exploration de cette voie ne se démodent jamais. Ils incarnent l'engagement initial et la mission des communistes chinois et nourrissent le grand esprit révolutionnaire du Parti communiste chinois.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途。